Bonjour à tous et toutes. Merci bonjour à nos intervenants et intervenantes, parce que c'est une tribune 100% féminine. Merci d'être présent à ce débat que je suis très heureuse d'animer aujourd'hui, dans le cadre de nos universités d'été, pour discuter avec ces militantes, citoyennes engagées et combattantes de terrain des problématiques de lutte contre les discriminations, lutte pour l'égalité dans le monde du travail, à l'intersection de plusieurs dynamiques à la fois de domination, mais aussi de résistance. Et c'est autour de ces aspects que nous allons discuter, échanger, je pense apprendre des luttes et des mobilisations, et essayer de déterminer aussi nos stratégies politiques, puisque c'est aussi l'enjeu de ces débats que de ressortir avec une vision claire de ce qu'on doit faire et on a à faire dans les prochaines semaines, puisque ce sont des débats aussi pour la rentrée politique et les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc, dans le cadre de ce débat, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Rachel Zeke, qui est une des principales animatrices de la lutte de l'Ibis Batignolles, ainsi que Tizi Kandi, qui est syndicaliste et qui a été aux côtés des grévistes de l'Ibis Batignolles, et Clara Gandin, qui est une avocate spécialiste des questions de discrimination et notamment de l'action de groupe. Chacune d'entre elles va donc avoir un propos introductif d'une dizaine de minutes, et ensuite on aura l'occasion d'échanger avant qu'elle conclue et qu'on poursuive par ailleurs tout au long des prochains jours sur ces discussions. Je vous indique notamment que nous avons samedi après-midi également un débat sur la question de la lutte contre les discriminations du point de vue de la justice en particulier. Donc ça complétera, je pense, également ce propos. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Rachel. Et voilà. Ensuite, les unes et les autres pourront intervenir. Merci. Mais bonjour à tout le monde. Moi, c'est Rachel Kekeraïssa. Je ne peux plus dire gréviste, mais je dis victorieuse femme de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Mais pourquoi je dis victorieuse? Parce que c'est une lutte qui a été très difficile. Vous savez que le groupe Accord, c'est un grand groupe. Comme disent, le groupe Accord, il est quand même le premier en Europe et le 6e mondial. Donc, devant, comme j'ai dit, devant les braves femmes, il n'y a rien en face. Donc, ils ont lâché et bon, voilà, on a gagné. Bon, comme est partie la lutte, nous, on a décidé de se mettre en grève par rapport aux conditions de travail. Vous savez, la majorité des femmes de chambre, c'est les immigrés qui le font. Parce que, vu que la majorité ne savent pas lire et écrire, donc c'est le métier, tout ce que nous trouvons comme dans le ménage, nettoyer dans les bureaux, dans les trains, dans les hôtels, la majorité, c'est les immigrés qui le font. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand les femmes blanches viennent à l'hôtel pour travailler, elle nous dit, mais comment vous faites? Parce que vous êtes très courageuse, parce que ce métier est très difficile. Donc, on n'a pas le choix, on le fait. Et c'est quelque chose qu'on aime aussi, parce que ça permet de nourrir nos enfants, de payer nos loyers, de vivre avec cet argent qu'on gagne par rapport à ce métier. Donc, le groupe Accord qui ne sait pas faire les chambres, comme ils disent qu'ils ne savent pas faire les chambres, ils sous-traitent. Donc, ils amènent la sous-traitance dans leur établissement. Donc, en fait, le groupe Accord, qui est le donneur d'ordre, qui sous-traite. Bon, ils ont le droit de sous-traiter. Mais, en dessous de la sous-traitance, il y a, comment je peux dire, il y a de l'esclavagisme, il y a de l'exploitation, il y a de l'humiliation, il y a le viol, il y a les harcèlements moraux dans ce métier. Parce que nous avons une de nos collègues qui a été violée par l'ancien directeur du groupe Accord, de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Donc, c'est ce que nous vivons avec la sous-traitante dans les hôtels du groupe Accord.
c'est des trucs qui sont réels. C'est pour ça que nous avons dit stop. Parce que ce métier des femmes de chambre qui abîme le corps des femmes, qui détruit le corps des femmes, qui rend les femmes malades, et qu'ils ne s'en rendent pas compte en fait. C'est comme si notre corps était un objet, c'est-à-dire ils ne s'en rendent pas compte. Pendant les périodes du travail, ils nous donnent 40 chambres, 30 chambres, 38 chambres, 28 chambres par jour à faire. Et une gouvernante, c'est-à-dire la dame qui contrôle la femme de chambre, qui rend les chambres, peut contrôler 130 chambres, 150 chambres par jour. Et quand même tu arrives chez toi, tu ne peux plus rien faire parce que tu es épuisé physiquement, moralement, et tu dois t'occuper de tes enfants, tu n'as plus de force. Donc, d'où vient, comment on appelle, la souffrance de la femme de chambre. Et ce métier qui a rendu 13 de nos collègues malades et que notre société, qui est la sous-traitante, qui s'appelle STL, a failli muter ces 13 personnes dans les autres hôtels. Pourquoi? Parce que l'hôtel Ibis-les-Batignolles, qui contient 706 chambres, c'est un hôtel à 3 étoiles. Et qu'ils veulent t'emmener dans un hôtel de 5 étoiles, vu que tu es malade. Si tu as la tendinite, tu as le canal carpien, tu as le dos coincé, et le médecin de travail demande à la société de baisser les chambres. Au lieu de te donner 30 chambres, le médecin, vu ton état de santé, les radios, les IRM et tout, le médecin te dit finalement tu fais 12 chambres. Puisque ton état de santé ne te permet pas de faire 30 chambres. Et SN, voyant ça, pour dire non, au lieu de faire les 12 chambres dans les 3 étoiles, il préfère vous muter dans un 5 étoiles, c'est-à-dire les hôtels de luxe, où le travail est encore plus difficile. Donc, quand il te mute, arrivé là-bas, tu ne connais personne. Et comment tu vas faire pour t'en sortir? Si tu n'arrives pas, qu'est-ce qui vient en dessous? C'est le licenciement. Donc, c'était le jeu, ça. Et quand on a vu que quand même, il y avait 13 personnes qui devaient être mutées, mais on s'est dit, finalement, si on se tait, mais ils vont nous enterrer vivants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on sait tous qu'on s'était. Moi, j'étais en accident de travail parce que j'avais eu la tendinite. Et mes collègues m'ont appelé pour me dire, finalement, on vient aller en grève. Et moi, je savais que si je reprenais le travail, je devais être muté aussi. Donc, tout de suite, j'ai arrêté mon arrêt de travail et j'ai repris le travail pour me mettre en grève. Parce que si on se taisait, ça allait faire tour de rôle. C'est-à-dire, ils allaient nous manipuler comme ils le font d'habitude. Et nous, on avait sur notre site un syndicat, notre syndicaliste, c'est-à-dire le syndicat de la CGT Propriété, qui est le syndicaliste de la sous-traitance. Donc, on allait vers notre syndicat, où on était syndiqués, pour essayer de leur expliquer nos conditions de travail. Parce que souvenez-vous que quand même, on fait 3 chambres et demie de l'heure. Et on n'est pas payé par l'heure, nous sommes payés par la chambre. Donc, si on te donne 30 chambres, tu es obligé de finir les 30 chambres avant de partir. Quand on arrive, on commence le boulot à 8h30. S'il n'est pas 18h, 19h, tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu es obligé de finir les chambres avant de rentrer chez toi. Et quand on arrive, on ne mange pas. On n'a pas droit à des bouteilles d'eau. On n'a pas droit de manger dans le même restaurant que les salariés du groupe Accor. On avait une salle au 5e où on se croisait, une petite salle. Et là, on est allé se plaindre chez l'inspection du travail qui est venue voir et qui a dit non, ce n'est pas normal que vous traitez les salariés de la sous-traitance comme ça. Et la dame, elle a lutté, elle a tout fait. Mais pour manger au restaurant, c'était tout un problème parce que les salariés du groupe Accor ne voulaient pas se mélanger à nous. Et là, on a essayé de dénoncer, on a essayé de se prendre la tête, on a essayé de tout faire. Et on est allé voir SN pour lui dire, notre société, finalement de nous donner un prime de panier parce que les salariés du groupe Accor ne voulaient pas nous accepter de manger dans les restaurants. Et là, notre société a refusé carrément de nous donner la prime de panier. Donc, quand tu arrives le matin avec les 800 €, 900 €, imaginez-vous, si tu dois enlever de l'argent encore pour payer la nourriture, ça ne suffit pas. Donc, on était obligé de se priver ou bien prendre un petit gâteau, manger toute la journée et on rentre chez nous. Donc, même pendant les canicules, on n'avait pas droit à une bouteille d'eau. Voilà. Parce que qui allait nous donner? Pourtant, les autres, les salariés du groupe Accor ont le droit, mais nous, on n'avait pas le droit. Donc,
Il y a tout ça, il y a tous les menaces, les harcèlements moraux, il y avait tout ça, les mamans qui pleuraient. On te disait 30 chambres, 40 chambres, tu n'as pas envie de faire, tu peux dégager de là, tu peux aller au pôle emploi. Si tu ne veux pas travailler, tu passes, c'est-à-dire en un mot, ferme ta bouche et tu travailles. Tu ne veux pas travailler, tu dégages. Donc, on essaie de s'organiser entre nous. On essaie de s'organiser entre nous et chercher un très bon syndicat. Parce que, pourquoi je parle du syndicalisme? Le syndicalisme, normalement, est là pour protéger le salarié, pas pour enfoncer le salarié. Mais nous, la CGT Propriété, qui est le salarié de notre société, est d'accord avec notre société pour faire ce qu'ils ont envie de faire de nous. Et là, on a un collègue de l'hôtel Ibis Les Batignolles qui nous a dit de bouche à l'oreille que nous connaissons un syndicat qu'on appelle la CGT-HPE. Vous pouvez aller voir le monsieur, il s'appelle monsieur Lévy, et la dame Tiziri, quand Dieu possède. Je pense qu'il peut vous aider, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, du coup, je me suis dit, on a connu EFO, on a connu la CFDT, on a connu la CGT Propriété. Bon, tous ces syndicalistes sont autour de la sous-traitance. Donc, finalement, la CGT encore HP, je me suis dit, mais c'est les mêmes choses, c'est les mêmes personnes, parce que c'est les mêmes syndicalistes. Il m'a dit, non, ça n'a rien à voir, que eux, ils sont les syndicalistes de l'hôtellerie, pas de la sous-traitance. Bon, on a essayé de se dire, il faut qu'on parte tenter notre dernière chance, on verra. Et on allait voir M. Lévy, et M. Lévy nous a montré vraiment nos droits. Et quand il nous a montré nos droits, on s'est dit que, mais finalement, on est bien tombé. Et il a dit, nous, on lui mettait la pression, mais M. Lévy, il y a 13 personnes qui doivent être mutées, on a envie d'aller en grève, aidez-nous à sortir de là. Comme je disais, comme des enfants qui sont menacés, qui crient au secours, en fait. C'était notre histoire, était comme ça. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci, mais je voudrais qu'au moins la majorité se syndicalise. Et on est 40 femmes de chambre qui travaillons, et toutes les femmes de chambre se sont syndiquées. À peu près 35 femmes. En moins de 2 semaines, on s'est tous syndiqués. On s'est tous syndiqués. Et là, on lui mettait la pression, puis il dit, mais monsieur Lévy, maintenant qu'on est syndiqué, on veut commencer la grève. Donc, voilà. Donc, il disait, mais est-ce que vous pouvez, parce que le groupe Accord n'est pas un petit groupe. Dites-vous que vous avez devant vous un grand groupe, et la grève peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois, même 1 an. Voilà. Il nous a prévenus. Et nous, tout ce qu'on s'est dit avec les conditions, avec ce qu'on vit à l'hôtel, on lui a même dit, monsieur Claude Lévy, même si c'est en 2024-25, on est là, on va le tenir tête jusqu'à ce qu'on obtient ce qu'on veut. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi la date, le 17 juillet 2019. C'est comme ça qu'on a commencé la grève à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et quand on a commencé, on s'est vraiment organisé parce que de bouche à l'oreille dans le couloir, on allait voir les collègues dans les chambres pour ne pas qu'on nous surprenne parce que souvent ils regardent dans les caméras, ils revoient nos faits et gestes qu'on fait. Et on les a beaucoup surpris. On les a vraiment, vraiment surpris. Et le 17, quand la CGT peut arriver avec ses drapeaux, la musique et tout, et on a dit à tout le monde, il est l'heure, on laisse les clés, on laisse les chariots, on laisse tout et on descend. C'est comme ça que nous sommes descendus pour commencer la grève. La grève n'a pas été facile. La grève a été très, très, très difficile parce qu'on a été menacé par la CGT Propriété qui ne voulait pas que ce soit la CGT HPE et que c'était leur hôtel et que nous sommes, comment on appelle, c'était comme nous étions leurs enfants et que c'était à eux de décider, mais pas la CGT HPE. Donc, ils ont emmené à peu près 30 personnes pour casser la grève. Et on s'est vraiment pris la tête, c'était vraiment dur. Et moi, je leur disais que ce n'est pas parce qu'on est des femmes que vous allez nous intimider. Mais là, c'est fini, c'est-à-dire la CGT Propriété à la poubelle. C'est fini avec vous. Donc, après, ils ont ramené, ils appelaient les maris des salariés, des femmes de chambre, chez eux à la maison pour interdire les femmes à venir sur le piquet de grève. Et ils ont pu avoir quand même quelques femmes qui ont arrêté parce que leur mari leur disait, mais si tu fais la grève, tu ne rentres plus chez moi. Donc la dame était obligée, certaines femmes étaient obligées d'arrêter la grève. Donc on a commencé à 34, quand la CGT Propriété est arrivée avec son groupe, on est resté 24.
ils ont pu prendre 10 personnes. Et les 24 personnes, ils sont revenus encore, ils ont pris 4 personnes. Et nous sommes restés 20. Et 20, c'est-à-dire 19 femmes et un homme. Voilà, parce que les autres hommes, ils avaient peur de faire la grève. C'est pour ça que je dis souvent, devant les braves femmes, il n'y a rien en face. Voilà, nous sommes les braves femmes. Donc voilà, on a lutté, on s'est battu. On a reçu par les fenêtres de l'hôtel Ibis des Batignolles les clients qui nous jetaient des pommes, les clients qui nous lançaient des injures, les clients qui nous jetaient comment je peux appeler ça, de seaux d'eau pendant l'hiver. Parce que quand le groupe Accord nous envoie au tribunal, le juge a demandé qu'on sortait directement du hall de l'hôtel. Donc on avait nos piquets de grève devant. Donc imaginez-vous dans le froid. À -1, -2, il faisait tellement froid. Et quand on était là, on chantait, on dansait, le client par la fenêtre qui nous versait de l'eau dessus parce qu'il voulait dormir. Donc, en fait, les clients, il y a d'autres qui ne comprenaient pas parce qu'eux, ils veulent dormir, il ne faut pas qu'on les emmène. Et il y a d'autres quand même qui s'approchaient pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on leur expliquait et qui nous soutenaient aussi. Donc, on a vraiment souffert dans cette lutte-là, souffert avec le syndicalisme, avec leur conflit entre eux. C'est ce qui même a fait que la grève a duré. On a subi beaucoup de choses. Nos syndicats aussi ont subi beaucoup de choses. Cette lutte a été vraiment attaquée, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, je ne sais pas. Mais bon, après, nous sommes allés en confinement. Normalement, on devait avoir la première négociation. On avait une première négociation où Esther nous a proposé 2 € plus une canette. Voilà, 2 € plus une canette. Et ils ont dit de toutes les façons, c'est ce qu'on vous propose. Si vous voulez, vous prenez. Sinon, c'est les vacances. Nous, on part en vacances. Mais on leur dit, mais monsieur, vous allez partir en vacances. L'hôtel est là. L'hôtel n'est pas... Il n'y a pas de tremblement de terre. Quand vous allez revenir, vous allez nous trouver sur le lieu, sur le piquet des grèves. Et ils sont venus. Et après la deuxième négociation, c'était le 19 mars 2020. C'est ça? 19 mars 2020. Et après, il y a eu le confinement. Et les syndicats se sont organisés, ils se sont fait, je ne sais pas comment ils ont fait. Après, ils nous ont mis au chômage partiel. Donc, malgré qu'on était au chômage partiel, mais la lutte continuait. Donc, c'est-à-dire que notre société nous payait de l'argent, mais on profitait pour aller les foutre la merde, en fait. Ils nous payaient pour qu'on les foute la merde. Donc, après, ça n'a pas été facile, mais on partait... Maintenant, dans les hôtels de luxe, où on partait avec les syndicats, on s'organisait pour aller faire des actions, où on emmerdait les clients parce que pendant le confinement, il n'y avait pas assez de clients. Mais dans les hôtels où il y avait un peu de clients, c'est là-bas qu'on partait les emmerder. Et là, le groupe Accord a vu pour dire mais ces femmes ne lâchent rien. Mais finalement, il faut qu'on ait une négociation sérieuse. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu la première négociation, c'était le 5 février. Mais ils ont essayé de jouer un peu avec nous. Au départ, le groupe Accord disait ce ne sont pas mes salariés, je ne les connais pas, c'est les salariés de la STN. C'est-à-dire, chacun nous jetait comme ça. La STN qui nous disait moi, je n'ai pas les moyens, le groupe Accord ne m'a pas donné les moyens, je ne peux pas régler le conflit. Donc, on était comme un ballon de football, chacun tirait dessus. Et nous, on leur disait tirez, faites ce que vous voulez, mais au final, on ne va pas baisser les bras. Même si c'est jusqu'aux Jeux Olympiques, on sait qu'il y aura les Jeux Olympiques en 2024, mais on sera là. On sera là. Et c'est ce qu'on a fait. Et finalement, on a eu au moins, c'est la 3e négociation où finalement qu'ils ont jeté l'éponge. Ils ont dit, mais finalement, il faut qu'il y ait une négociation sérieuse. Et le 25 mai 2021, nous avons signé le fin de conflit. Donc, c'est comme ça que nous avons renversé le groupe Accord. Et je disais, souvent je disais au groupe Accord, surtout à M. Sébastien Bazin, qui est le PDG du groupe Accord, je lui disais, quand il partait sur France Inter pour dire il n'y a que 12 femmes qui font la grève, qu'on leur a proposé des choses, mais les syndicats ont refusé. Et nous, en réponse, on lui a dit, on est venu 4 fois devant le siège du groupe Accord, vous ne nous avez jamais reçus dans votre bureau. C'est-à-dire, vous avez méprisé les femmes, parce que c'était des femmes noires qui ne connaissent pas leurs droits.
vous les méprisez, vous méprisez les syndicats. Mais monsieur Sébastien Bazin, vous êtes riche, vous êtes, je peux dire, des millionnaires. Nous, on n'a que 1 000 euros, 9 euros. Mais le message que j'avais lancé à Sébastien Bazin, qu'on était accroché à sa cravate. C'est-à-dire, quand il se lève le matin, il se regarde dans une glace et qu'il met sa cravate, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il y a les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles accrochées à sa cravate. Donc, on s'est accroché à sa cravate jusqu'à la victoire. Et je disais à la DRH que finalement, sa cravate a été lâchée, mais pas complètement. Donc, on a reçu quand même 99% de nos revendications qui sont vraiment super. On a reçu 7,30 € de prime de nourriture, ce qu'on n'avait pas par jour, c'est-à-dire 160 € le mois. On a reçu la baisse de cadence, c'est-à-dire de les 3 chambres et demi, nous sommes passés à 3 chambres. On a reçu aussi les changements de qualification, parce que le travail des femmes de chambre n'était pas reconnu, ce n'était pas qualifié. Mais notre lutte a permis que le travail des femmes de chambre soit maintenant qualifié et reconnu. Donc, ça fait 100 et quelques euros. En tout, tout ce qu'on a reçu, c'est de 250 à 500 € d'augmentation du salaire. On a reçu aussi une pointeuse, c'est-à-dire on était payé, comme je disais, à la tâche, mais pas à l'heure. Maintenant, quand on arrive, on a un badge, on pointe, habillé, on repart habillé. Donc maintenant, on a nos pauses, parce qu'avant, on n'avait pas de pause, on a 20 minutes de pause. Donc maintenant, on est devenus des fonctionnaires. Voilà. Voilà, donc, comme je disais, c'est bon de sous-traiter. Je disais au groupe Accor, c'est bon de sous-traiter, c'est des grands groupes, mais qui voient un peu avec la sous-traitance pour ne pas exploiter les mamans, parce que c'est vraiment difficile. Surtout de ne pas se dire qu'elles quittent chez elles, elles arrivent en Europe pour travailler, et que ça leur donnait le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Puisque en France aussi, quand nous on arrive, on nous montre nos droits. Parce que si tu ne connais pas, les gens profitent. Mais une fois qu'on te montre tes droits et que tu saisis, tu demandes tes droits, ça ne sert à rien de pourrir les conflits. Parce qu'ils savent que c'est nos droits. Parce que ce n'est pas à la fin de la signature que le groupe Accor commençait à rire avec nous. C'est comme on était des amis. Moi, j'étais étonné. Quand même, vous êtes le donneur d'ordre. Vous avez les moyens d'éviter ça. Donc, le métier des femmes de chambre doit être visible. Le métier des femmes de chambre ne doit pas être invisible. Parce que quand c'est invisible, c'est là où il y a beaucoup de souffrance, parce que les gens n'en parlent pas. Le client, quand il arrive, sa chambre est propre, sa chambre est nickel. Il ne se pose pas la question, il dépose sa valise, il dort, il repart. Mais derrière ce métier, il y a la souffrance, il y a la misère, il y a de l'exploitation, il y a le rabaissement, il y a de l'esclavagisme dans ce métier. Donc là où on a créé le ras-le-bol, on a dit stop. Et vraiment, moi, je veux aujourd'hui que notre lutte donne des exemples à d'autres femmes qui sont dans ce même système, dans cette même misère, de sortir du silence pour dénoncer. Parce que la lutte est paye. S'il n'y a pas comment je peux dire, s'il n'y a pas de division parmi les femmes qui luttent, s'il n'y a pas de qui est chef, qui est ceci, mais la lutte est paye. Et c'est ce que nous, on a fait. Nous, on avait notre groupe WhatsApp où on se communiquait. Quand le syndicat nous disait qu'est-ce que vous en pensez, on disait au syndicat, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est nous. On continue la lutte, même si c'est jusqu'en 2024. Voilà. Et voilà. Donc, je vais terminer par là pour dire merci aussi au soutien, parce que la France Insoumise aussi était là. Ils nous ont soutenus dans tout ce qu'on a fait. Ils ont été là, ils ont été devant nos piquets de grève. Il y avait la France Insoumise, les étudiants, il y avait du monde, on avait beaucoup de soutien, les hommes politiques, franchement, on a été soutenus. Parce que sans soutien, une lutte ne peut pas aboutir. Voilà, donc mes collègues et moi, on ne cesse de dire merci. Parce que, bon, il reste l'internalisation. Donc, on aura besoin de vous pour la prochaine, pour la prochaine lutte, parce qu'il faut qu'on soit les salariés du groupe Accor. Pourquoi on veut ça? Je vais terminer par là. Notre collègue qui a été violée n'a pas été protégée ni par SCN, ni par le groupe Accor. Donc, elle était obligée de voir une aide juridictionnelle pour avoir un avocat. Mais, c'est-à-dire, l'ancien directeur de l'hôtel Ibis des Batignolles, lui, il avait 3 avocats. Mais la pauvre, elle n'avait rien.
Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas un salarié du groupe Accor. Donc, d'où nous voulons être, comment on appelle, internalisés par le groupe Accor. Comme ça, si ce genre de problème arrive à une femme à l'hôtel Ibis des Batignolles, ils seront obligés, ils seront dans l'obligation de prendre un avocat pour protéger cette femme-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit la lutte continue parce qu'il faut qu'on soit intégré pour que le groupe Accor puisse nous protéger. Parce que ce métier, on n'est pas protégé. Quand les clients arrivent, ils pensent que, excusez-moi du mot, ils ont leur pute dans la chambre. Ils arrivent, ils pensent qu'ils ont une femme qui est là, qui travaille, qui est là pour les satisfaire. Et la majorité des clients, c'est ce qu'ils font dans les hôtels. Et quand une femme sort pour dire que j'ai été violée à l'hôtel, on pense que non, c'est une menteuse, ou on dit que non, la femme, elle imagine les choses. Non, dans l'hôtellerie, moi, ça fait 17 ans que je suis là-bas. Il y a des attouchements, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que ça stoppe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Tiziri, je suis animatrice syndicale au syndicat CGT des hôtels de prestige et économique. Et effectivement, notre syndicat a soutenu la grève et ensuite la mobilisation des femmes de chambre de l'hôtel Ibis du début à la fin, du coup, voire même un peu avant le début, parce qu'il y avait aussi un temps de préparation de la lutte. Donc en fait, moi je vais pas parler de la lutte de l'Ibis des Batignolles elle-même parce que Rachel a absolument tout dit en fait sur et la préparation et le déroulement de la grève, mais je vais plutôt revenir à la fois sur l'activité qui est faite par le syndicat et pourquoi on a soutenu cette mobilisation et pourquoi on s'est battu et on se bat pour l'internalisation des services sous-traités, notamment le service d'hébergement. Je vais parler également de la question de la discrimination et de comment le recours à la sous-traitance, en fait, finalement, démontre une fois de plus, pour qui veut voir que le capitalisme n'est absolument pas aveugle ni au sexe, ni à la race au sens social, bien évidemment, en fait, des salariés en fait, qui travaillent. Et je vais également parler donc de comment se mobiliser aussi contre tout ça. Voilà. Donc d'abord, en fait, Rachel a parlé effectivement de la question du fait que le service d'hébergement à l'hôtel Ibis des Batignolles est sous-traité. Alors d'abord, le service d'hébergement, c'est quoi ? Le service d'hébergement, c'est le service des chambres, en fait, des étages. C'est une activité qui dépasse très très largement le nettoyage, parce qu'en fait, on a souvent cette idée que le service des étages se résume au nettoyage. Et d'ailleurs, c'est en grande partie pourquoi les hôtels essayent de justifier, entre guillemets, le recours à la sous-traitance. Alors que le service des étages, en fait, c'est une activité de remise en état des chambres et ça constitue quand même le cœur d'activité d'un établissement hôtelier. Et s'il n'y a pas de chambre de nettoyer, de propre, eh bien, en fait, il n'y a pas de possibilité même en fait de faire de l'hôtellerie. Ça peut devenir un restaurant, un salon de thé, un café, éventuellement, mais pas un hôtel. Et c'est un service qui est quand même qualifié. Parce qu'une femme de chambre, comme je l'ai dit, elle ne fait pas que passer l'aspirateur dans une chambre. Elle fait toute la remise en état de ses services. Vous allez voir, c'est très marrant parce que c'est quand même un service donc qualifié. Et les hôtels disent eh bien on sous-traite parce qu'on cherche un savoir-faire spécifique et c'est pour ça qu'on sous-traite. Bien, ok. Le problème, c'est que quand les entreprises de nettoyage recrutent leurs salariés, alors je ne vais pas revenir non plus sur comment se fait le recrutement dans les entreprises de nettoyage, hein. Peut-être on va en parler après. Mais une fois qu'elles ont recruté leurs salariés, donc les femmes de chambre, eh bien, elles sont classées comme agents de service. Donc la qualification
qui aurait justifié la sous-traitance, elle n'est absolument pas à l'ordre du jour, en fait. Et donc, les salariés femmes de chambre se retrouvent à être payés d'abord, en fait, au minima hiérarchique, donc c'est vraiment le salaire de base, hein, à peine quelques euros au-dessus du SMIC. Mais également, elles vont se retrouver effectivement privées des avantages dont bénéficient les salariés qui sont embauchés en interne. Parce que c'est quand même un peu ça aussi le but de l'opération. Parce que si on sous-traite pour, in fine, payer les salariés la même chose, ben, autant internaliser. Voilà. Donc là, finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sous-traiter. Les salariés vont être payés vraiment au salaire de base. Et puis, les salariés vont être privés de tous les avantages sociaux. Pour vous donner un peu une idée, s'il existe un 13e mois dans l'hôtel, ben, les salariés de la sous-traitance ne vont pas en bénéficier. Il y a une indemnité nourriture dans l'hôtel, ben, les salariés de la sous-traitance ne vont pas l'avoir. S'il y a une prime d'intéressement, quand même, de vous à moi, auquel les femmes de chambre auraient très très largement contribué, parce qu'une fois de plus, quand un client va dans un hôtel, c'est quand même pour dormir, eh bien les femmes de chambre ne vont pas l'avoir non plus, cette prime d'intéressement. Donc il y a quand même des objectifs économiques très sérieux qui justifient le recours à la sous-traitance. C'est-à-dire que concrètement, on fait des économies tous les mois, en fait, sur le dos de ces femmes de chambre, mais également, ça permet aux employeurs, donc plutôt aux donneurs d'ordre, donc de réaliser aussi des économies sur le long terme. Comment ça peut se présenter? Eh bien, si les femmes de chambre, au bout d'un moment, elles sont usées du travail et qu'il y a des problématiques de reclassement qui vont se poser, eh ben, le donneur d'ordre ne va absolument plus se poser cette question. C'est aux sous-traitants de voir. La question des évolutions de carrière ne vont pas se poser non plus. Et je vous passe aussi le détail sur le fait que dans les entreprises de nettoyage, il y a 2 corps de métier principalement. Femme de chambre, gouvernante. Si tu es plus apte à faire le travail de femme de chambre ou de gouvernante, eh bien, salut, au revoir. C'est les licenciements et donc c'est aussi des carrières brisées. Il y a également en fait le fait que le recours à la sous-traitance permet, donc dans cette logique de réalisation d'économies sur le long terme, le fait que les contrats commerciaux entre sous-traitants et donneurs d'ordre sont négociés tous les ans ou parfois tous les 2-3 ans. Et souvent, le marché est attribué en moins de 10 ans. Et donc, qui dit attribution du marché en moins de 10 ans, eh bien, dit aussi une dégradation des conditions de travail. Donc, par exemple, dans le cas de l'Ibis Batignolles, au bout du 4e sous-traitant, elle se retrouve à être payée à la chambre et non en temps de travail. Parce que de toutes les manières, il faut que chaque sous-traitant qui arrive puisse faire, entre guillemets, des économies. Donc, après, l'imaginaire des uns et des autres parfois déborde. Voilà, pour rester poli. Donc voilà, en fait, c'est pour ça donc que ces services, enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est le cœur d'activité qui est sous-traité, donc en fait déjà c'est quand même assez problématique, mais également une réalisation d'économies assez importantes à court et à moyen et à long terme pour les donneurs d'ordre et aussi pour le coup pour les sous-traitants qui sympathiques. Donc ils vont avoir des répercussions directes donc sur les salariés. Alors dans le cas de l'Ibis Batignolles, donc il y avait des procédures, enfin on avait mis en place une procédure en fait devant le Conseil de prud'homme pour faire valoir effectivement la discrimination sexiste et raciale. Parce que, comme je vous l'ai dit initialement, il y a quand même un ensemble de raisons, dont celles que j'ai évoquées, qui justifient pour eux le recours à la sous-traitance et qui démontrent aussi que les femmes de chambre sont complètement discriminées par rapport à leurs collègues. Et j'ai envie de dire que ça a tombé un peu à pic. Parce que le groupe Accor a été épinglé par 2 études gouvernementales. Donc c'est quand même pas la CGT qui le dit, c'est quand même le gouvernement. Donc j'ai envie de vous dire, bon, quand c'est Macron qui le dit, je pense qu'on peut quand même se dire, si même les employeurs et les patrons se mettent à dire oui, là il y a quand même un peu de discrimination, faut peut-être creuser un peu. Et effectivement, donc le groupe Accor a été épinglé par 2 études pour le coup assez sérieuses qui ont démontré
la question de la discrimination raciale à l'embauche. Et donc, en fait, des procédures ont été mises en place. On avait fait appel à Maître Slim Benachour pour nous épauler justement dans cette procédure où on a mis à la fois le sous-traitant, la société STN et le groupe Accor devant le conseil de prud'homme. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi du coup Oui, donc pendant cette grève, on a été... Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur la grève elle-même parce qu'une fois de plus, Rachel en a parlé très largement, mais en fait, on a été pas mal soutenus, effectivement, par des organisations syndicales, des organisations politiques aussi, comme effectivement la France Insoumise, les camarades du NPA, et un tas d'organisations... aussi en fait beaucoup des organisations en fait féministes et antiracistes et en fait il y a eu quand même une expérience vraiment assez extraordinaire en fait, notamment que ce soit en termes d'actions mises en place pour se faire entendre, donc des actions sur le terrain en fait, des rassemblements, des manifestations, etc. Mais également des pas mal de messages de soutien en fait, justement pour porter pour le coup la question de la sous-traitance et la question de la discrimination raciale et sexiste des femmes de chambre vraiment au devant de la scène. Parce que c'est vrai que comment vous dire, c'est vrai que les femmes de chambre, ça a longtemps été un peu un sujet invisible en fait. Un sujet assez invisible politiquement. Et c'est vrai que la durée de ce conflit à l'Ibis des Batignolles nous a permis pour le coup de remettre au devant de la scène cette problématique qui est la sous-traitance hôtelière, la maltraitance en fait dans le service de nettoyage qui est vécue par des personnes immigrées, racisées et femmes en fait. Et c'était quand même assez intéressant parce que cette problématique a été portée par pas mal au Sénat, elle a été portée aussi par les députés de la France Insoumise, y compris devant l'Assemblée nationale en fait, et ça a permis une espèce de prise de conscience assez générale en fait de l'importance de ces problématiques-là et du fait que la discrimination n'est pas un fait mineur en fait. Et parce que c'est vrai que pendant assez longtemps, et malheureusement ça continue un peu aujourd'hui, on parle souvent du sujet des personnes immigrées ou issues de l'immigration ou les problématiques liées aux femmes comme des problématiques d'oppression. Comme si c'était des problématiques, j'ai envie de dire, idéologiques pures qui n'a pas forcément d'autres incidences en fait. C'est pas... Il y a quand même la question de la centralité, parfois de la question de la classe, comme si en fait les problématiques liées au genre et à la race sont des problématiques mineures. Et c'est quand même, je pense que pendant cette mobilisation de l'Ibis des Batignolles, on a quand même montré, un tant soit peu, l'imbrication de ces différentes questions et le fait que non, c'est pas des questions mineures en fait, et que oui, le groupe Accor, eh bien, il tire du profit sur le dos des femmes de chambre parce qu'elles sont effectivement employées ouvrières, parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont racisées. Et ces problématiques-là, en fait, elles sont extrêmement liées. Et elles sont pas, on peut pas les diviser. On peut peut-être les diviser dans un mémoire de recherche théorique pour essayer de le comprendre. Et encore, je pense qu'on a aujourd'hui un peu de chance qu'on commence effectivement à traiter toutes ces questions ensemble et à ne pas les séparer de manière vraiment théorique et parfois farfelue. Et on commence à les étudier ensemble parce que malheureusement, je pense que c'est les patrons qui ont compris l'importance de ça. Et en nous, pour le coup, c'est quand même dommage de le dire comme ça, mais on a mis du temps. On a vraiment mis du temps à comprendre en fait l'imbrication de toutes ces questions-là. Et je pense que c'est un peu aussi grâce à ça, et je finis par ça, du coup, c'est un peu pour toutes ces raisons-là
que dans la lutte des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, la lutte des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, on n'a pas voulu, y compris syndicalement, en faire une lutte syndicalo-syndicale. Et on l'a vraiment pensé dans toutes ces dimensions. Et on s'est dit que le seul moyen de faire venir le groupe Accord sur la table des négociations, c'était de réussir à en faire un problème politique. Et un problème qui dépasse très largement le syndicalo-syndical. On avait tout intérêt pour y arriver, du coup, à créer des solidarités avec tout un panel d'organisations, d'associations, de collectifs qui travaillent sur les questions effectivement des discriminations, les questions de genre, les questions effectivement d'antiracisme, et aussi avec tous les syndicats. Alors tout le monde, quoi, en fait, tous les camarades qui voulaient effectivement porter cette problématique. Et c'est comme ça, je pense, qu'on a réussi effectivement à faire venir le groupe Accord à la table des négociations et qu'on a obtenu ce que Rachel avait annoncé tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous. Donc pour ma part, ce sera peut-être un peu plus aride puisque je vais parler directement de lutte sur le terrain, mais d'outils juridiques. Après ces prises de parole très, très inspirantes, moi je dirais qu'il y a deux grandes questions qui se posent par rapport au droit de la non-discrimination et à sa mise en œuvre. C'est comment le droit peut, dans sa forme de menace contentieuse, donc de faire des actions contre les employeurs, on va se concentrer sur les employeurs, même si tout le monde peut être visé, hein, toutes les grandes structures et institutions, comment ça peut être une menace crédible qui a un potentiel transformateur, émancipateur et qui permet de, disons, changer la société, ce qui est un peu le but ici. Et le deuxième point, c'est précisément sur cette notion d'intersectionnalité, comment le droit peut s'attaquer, le droit de la non-discrimination plus précisément, peut s'attaquer aux structures d'oppression. Je vais y revenir. L'oppression, nous avec le droit, ce à quoi on s'attaque, c'est des effets. Et puis plus récemment, l'enjeu de l'action de groupe dont je vais vous parler, c'est de s'attaquer au processus qui entraîne des conséquences préjudiciables pour des groupes déterminés. Je crois que j'ai besoin de faire un tout petit passage quand même par l'histoire, parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier du droit de la non-discrimination. Je vais partir du principe que pas beaucoup. La discrimination, c'est une notion qui a beaucoup de sens, y compris dans le langage familier. En droit, la discrimination, c'est le fait d'être traité défavorablement, ou bien par rapport à soi-même, ou bien par rapport à d'autres. En tout cas, d'être moins bien traité qu'une personne ne l'est, ne l'a été, ou ne le serait. Donc il y a cette idée hypothétique qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un comparant. Pour un motif qui est prohibé par le législateur. Un motif qui en fait est une caractéristique dont le législateur a estimé que c'était une caractéristique qui méritait une forme de protection. Ça a commencé avec les activités syndicales au XIXe siècle, ça s'est poursuivi avec le handicap, le sexe féminin, la maternité. Tout ça c'est... Voilà, en droit du travail, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans votre vie, il y a des protections particulières, il y a le statut syndical, il y a les protections qui vont avec la maternité, avec la maladie, avec l'inaptitude. Ça, c'est des statuts particuliers. Le droit de la non-discrimination, ça a une vocation un peu plus large, puisqu'on a donc notamment le critère de la race, qui aujourd'hui a été renommée la prétendue race. On en reparlera peut-être. Donc l'appartenance à une race, le fait d'avoir une origine étrangère, l'appartenance à une ethnie, bon, tout ça c'est beaucoup de confusion et d'hésitation autour de termes qui gênent finalement. D'ailleurs, j'en reparlerai en droit aussi, c'est un sujet, comment on choisit le motif discriminatoire. Et donc ce droit-là, il a une histoire. Le droit de la non-discrimination, il est entré... Alors, il y avait déjà des traces dans le droit français, mais c'est vraiment sous l'impulsion de l'Union européenne qu'on a commencé à construire un vrai droit plus protecteur des individus, aussi bien pour défendre les femmes, l'égalité professionnelle. On passe toujours par le travail, c'est l'emploi, évidemment. On est sur finalement un aiguillon capitaliste dans la défense des droits des travailleurs, parce que certains avaient leurs intérêts bien compris à faire en sorte que tout le monde soit mieux traité. Et le sujet de la race et de l'origine, qui lui aussi a été introduit dans le droit sous aiguillon européen suite à la Seconde Guerre mondiale.
Donc on a un développement législatif dans les années 70-80, un essor devant le juge dans les années 90 avec des syndicalistes qui se saisissent justement du droit et qui construisent des collectifs. Il y a peut-être une histoire dont vous avez déjà entendu parler, c'est les luttes de Peugeot, notamment sur le site de Sochaux, donc des luttes de syndicalistes CGT qui ont décidé de ne plus se laisser faire par leur patron depuis que concrètement il n'y avait plus d'évolution de carrière ni de salaire à compter de leur prise de mandat. Ils en ont eu marre, ils ont décidé de travailler ensemble à non seulement dénoncer le blocage de carrière et de salaire et le traitement défavorable de manière générale dont ils faisaient l'objet, mais aussi à mettre en place un outil d'évaluation des conséquences de la discrimination. C'est-à-dire, parce qu'il y a une question, une fois qu'on a le sentiment qu'on est discriminé, c'est comment on évalue notre préjudice, comment on évalue les conséquences de cette discrimination sur notre carrière, sur le salaire, notre salaire, comment il aurait évolué si on n'avait pas été discriminé. Et puis plus généralement, il y a la question des conséquences morales de la discrimination, mais ça, vous imaginez bien que c'est un sujet qu'on a du mal à estimer. Donc, dans les années 90, on a cet essor d'une construction jurisprudentielle devant le juge de la discrimination syndicale, des outils de suivi des élus et mandatés, de suivi de leur carrière et d'évaluation donc du manque à gagner sur leur salaire. Et c'est des outils qu'on va reprendre dans la dizaine d'années suivantes pour les femmes et qu'on reprend toujours aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode Claire. C'est le syndicaliste CGT qui a inventé une méthode de comparaison de l'individu discriminé. Alors, je vais vous parler de syndicaliste là. On prend concrètement, pour faire court, on prend un syndicaliste, on prend les personnes qui ont été embauchées dans une filière équivalente, en tout cas pas forcément le même poste exactement, mais en tout cas dans des conditions comparables de qualification à l'embauche, même période d'embauche, même diplôme à l'embauche. On voit comment ces personnes test évoluent, celles qui n'ont pas pris de mandat, et on prend la moyenne et on voit si vous êtes loin de la moyenne ou pas. Bon, sans surprise, souvent, au bout de 20 ans, vous êtes vraiment loin de la moyenne si vous avez pris des mandats entre-temps. Et ce qui est génial, c'est que dans la plupart des dossiers, on voit un décrochage qui est énorme entre le moment où vous entrez, vous évoluez normalement. Bah, évidemment, on suppose que vous avez des compétences professionnelles et que ça se passe plutôt bien dans le travail concret. Et à partir du moment où il y a une prise de mandat, ou bien c'est la stagnation complète, plus aucune évolution, ou bien c'est la chute. Et là, en fait, ça permet de caractériser une discrimination de manière assez simple et assez limpide. Ça, c'est la méthode de comparaison. Elle a une implication en termes de calcul du préjudice. Quand on vous compare à cette moyenne, ça nous permet de voir où ils sont arrivés par rapport à vous, et par une méthode de triangulation, là je ne sais pas si je vous perds parce que j'en perds un certain nombre en général à ce stade, on arrive à calculer la surface d'un triangle rectangle sur un graphe où on voit par rapport à la période de discrimination et l'écart de salaire, quelle a été votre perte de salaire sur toute la période où vous n'avez pas évolué normalement. Là, c'était à peu près clair. Voilà, en fait, on calcule le manque à gagner. Par rapport à la moyenne des gens et la moyenne de vos comparants et de leur évolution par rapport à vous. Ça, c'est une méthode qui, aujourd'hui, fait un peu l'unanimité devant chez toutes les grandes institutions, que ce soit le Défenseur des droits, la Commission consultative des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces institutions, mais nous, on travaille avec, ou alors on suit leurs rapports, on se coordonne avec elle aussi sur le travail qu'on fait, sur les outils qu'on met en place, les outils qu'on utilise dans le contentieux, parce que l'un des enjeux dans le droit de la non-discrimination, c'est de convaincre le juge de la teneur de son préjudice. Alors non seulement il faut le convaincre que la discrimination existe, mais ensuite il faut lui expliquer, il faut le convaincre du manque à gagner réel sur la carrière. Alors là, je sais que je vous parle beaucoup que de travail, on pourra parler évidemment d'autres contextes dans un second temps. Ce sont donc des méthodes qu'on a réussi à reprendre pour les femmes et des méthodes qu'on reprend dans les dossiers de discrimination liés à l'origine. Pourquoi je vous dis liés à l'origine ? C'est parce qu'en réalité, on prend très rarement le critère de la race, non pas parce qu'on pense qu'il n'existe pas, mais parce que c'est un critère qui... Bon, déjà que le droit de la non-discrimination, vous l'avez compris, est extrêmement politique et sensible. C'est un critère qu'en général, on n'emploie pas parce qu'on sait que... C'est un peu compliqué. Parce qu'on sait que le juge va être... Et quand je dis le juge, je prends donc cette figure générale pour tous les juges de France, que
que le juge va ressentir au moins une forme de méfiance, voire d'hostilité envers cette notion. Et je vous le dis pour l'avoir vu moi-même lors d'audiences, où on a droit parfois à des yeux levés au ciel, des signes concrets d'agacement, au moment même où on mentionne la question de la race, voire de l'origine. Donc si vous voulez, c'est des sujets importants. Quand on a un client qui vient dans notre bureau, alors déjà, il n'est pas toujours parfaitement conscient de la situation qu'il nous amène. Il vient nous voir avec un problème de travail et d'évolution sans trop bien savoir quel est le sujet. Alors plus le temps passe, plus les clients viennent, je parle donc des salariés en fait, viennent voir leur avocat, ils ont déjà une idée quand même. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Et là où on peut se dire que c'est une période positive, c'est que l'air de rien, tous ces débats, même si ça déclenche des prises de position tragiques, permettent aussi à un certain nombre de personnes de prendre conscience des situations discriminatoires qu'elles vivent. Et ça, c'est quelque chose qu'en tout cas on trouve extrêmement positif. Il y a 10-15 ans, l'avocate pour qui je travaillais et qui m'a formée, Emmanuelle Boussard-Verrecchia, recevait des femmes qui commençaient à être conscientes de leur décrochage de carrière post-maternité. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de femmes qui ont 30 ans, voire même moins, et qui viennent me voir au moment de la grossesse en me disant ça se passe pas bien et c'est pas normal. Et ça, c'est un motif de réjouissance. J'en parle puisque j'en ai pas 36. Donc celui-là, on va s'en réjouir. Pour le motif du racisme, pour le motif raciste, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de dossiers, et on le voit, nous, dans l'évolution des dossiers au cabinet, puisque je suis dans un cabinet qui ne fait que de la discrimination au travail. Voilà, c'est notre domaine majoritaire d'intervention. Donc on a vraiment un moyen de comparaison pour le coup. Il y a 10 ans, il y avait pas mal de clients qui arrivaient en me disant « je pense qu'il y a un problème par rapport à mon âge » ou « je pense qu'il y a un problème par rapport à ma maladie ». Ils ne se préoccupaient pas du tout, par contre, du fait de s'appeler Mohamed ou Boubacar, alors que nous, quand on posait une ou deux questions sur mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas très seul dans votre entreprise à réunir certaines caractéristiques auxquelles vous penseriez peut-être, ça ne leur venait pas du tout, alors que c'était évident que ça avait joué. Et ça, c'est un autre enjeu du métier d'avocat. Nous, on est vraiment des passeurs de droit, c'est-à-dire qu'on va recevoir le récit du salarié et le qualifier juridiquement pour, justement, encore une fois, établir une vérité judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a la vérité des faits d'un côté, la vérité judiciaire de l'autre. Ça ne coïncide pas toujours parce qu'il faut des preuves pour établir une vérité judiciaire. Donc ce qui existe dans la vie, on ne pourra peut-être pas le prouver devant le juge. Pour établir cette vérité judiciaire, il faut qu'on ait des éléments. Et sur le sujet de la race, disons qu'on a de plus en plus de clients et de clientes. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont arrivées ces 2 dernières années. Je le note parce que ça aussi, c'est positif. Pour justement dénoncer les situations qu'elles vivent et dont elles-mêmes formulent désormais que y a un lien entre leur sexe, leur origine, leur couleur de peau, finalement entre les préjugés racistes de leur hiérarchie ou de leur environnement de travail et leur absence d'évolution de carrière. Il y a un autre élément que je voulais évoquer. Je ne sais pas, il me reste 2 minutes ? Parfait. Non, je me suis perdue. Ça va revenir. Peut-être sur l'histoire. Bon. Sur l'évolution, oui. Donc, tout à fait. Oui, ce que je voulais, quand même, il y a un truc que je voulais préciser qui est que, en tant qu'avocat, on est évidemment par là pour créer des faux récits. Quand on a un salarié qui vient nous voir, on ne lui met pas les mots dans la bouche, on le fait parler, on fait un peu de la maïotique, on lui fait expliquer sa carrière, son évolution, ses relations avec ses collègues, avec sa hiérarchie. On n'est pas là pour lui dire « mais finalement, est-ce que vous n'avez pas été discriminé pour ça ?» S'il ne le mentionne pas, on ne le mentionnera pas. En général, il le mentionne tout seul. Après, ça peut arriver au bout de longues heures de discussion. Mais voilà, on n'est pas là pour créer des discriminations à leur place. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, les gens arrivent à peu près à identifier seuls les problématiques auxquelles ils font face. Sur la question de l'évolution du droit de la non-discrimination, je vous parlais de comment le droit s'est développé devant le juge. Le législateur aussi a renforcé les outils juridiques qui permettent aux salariés de se défendre face à des employeurs qui les discriminent. En 2001, en 2008, concrètement, il a mis en place non seulement des définitions de la discrimination qui permettent de s'en saisir un peu plus facilement, mais aussi un aménagement de la charge de la preuve. Et ça, c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des salariés qui viennent nous voir ou qu'on rencontre à diverses occasions pensent que la discrimination, c'est improuvable.
En réalité, il y a un aménagement de la charge de la preuve qui fait qu'on a besoin d'amener des indices de discrimination. On n'a pas besoin de faire le lien entre ces indices et le motif. Il faut seulement prouver que l'employeur a la connaissance du motif discriminatoire. Sur le sujet de la race, des activités syndicales ou du sexe, en général, il n'y a pas trop de sujets. L'employeur est au courant. En revanche, sur d'autres, ça peut être plus compliqué, du type l'orientation sexuelle. On a besoin donc de montrer ces indices-là, la connaissance du motif, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de montrer le lien qui, de toute façon, est quelque chose d'improuvable, puisqu'en général, c'est dans la tête des personnes. Elles l'expriment assez rarement de manière très claire. Quand elles le font, évidemment, on est assez content, mais c'est quelque chose qui est peu répandu. Ça n'empêche pas que c'est un droit dont les salariés, finalement, se saisissent peu. C'est une toute petite partie du contentieux en droit du travail, et il y a un vrai problème de recours au droit, d'accès au droit, en particulier du côté des salariés les plus vulnérables. Et c'est là où la lutte de Libis Batignolles est particulièrement remarquable, parce qu'il y a eu un collectif qui s'est saisi de ces droits, et il y a eu du soutien syndical et finalement même institutionnel de la part d'associations. Et c'est quelque chose justement qui manque dans beaucoup de milieux, et en particulier dans les milieux précaires où les femmes racisées sont particulièrement représentées, sont surreprésentées, comme dans tout le travail du soin, le travail domestique ou le travail du sexe, qui est un autre sujet que nous pourrons aborder plus tard, mais qui est un sujet qui me tient à cœur, j'admets, et qui de toute façon regroupe les mêmes problématiques, y compris juridiquement, même si plus on avance et plus c'est des situations précaires. Je termine avec le fait que, et justement, je pense qu'on y reviendra après, la raison pour laquelle le législateur a mis en place une action de groupe, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui au moins évoquera pour vous la class action américaine, c'est que, comme il y a beaucoup d'obstacles au fait de se saisir de ces droits, notamment de ces droits en droit de la non-discrimination, que ce soit des limites de connaissance du droit, de conscience du problème, d'appui syndical, d'appui collectif, de moyens, et de moyens notamment financiers. On a mis en place une action de groupe qui est censée, mais on y reviendra, permettre à des collectifs de présenter une situation où un certain nombre de personnes, au moins 2, bon, il vaut mieux être quelques dizaines, sont victimes en fait d'une même discrimination, d'une même situation discriminatoire, à voir si on peut cumuler les motifs, et cherchent non seulement à la faire réparer collectivement, mais à la faire cesser. Mais ça, je pourrais y revenir après. Merci à toutes les trois pour ces propos introductifs très riches, très complets. Je voulais ressouligner à quel point nous sommes très très honorés d'avoir Rachel, d'avoir Tiziri avec nous, parce que je vois Éric Coquerel qui est également présent, mais c'est une lutte, et Rachel disait tout à l'heure qu'elle remerciait les soutiens, mais en vérité c'est nous qui la remercions, elle et ses collègues, parce que c'est une des luttes des plus inspirantes des dernières années. Quand même 22 mois de lutte dans des conditions, et on le dit souvent, la lutte, elle coûte cher à celles et ceux qui la font, et c'est vrai dans tous les secteurs, et c'est particulièrement vrai dans les secteurs où justement il y a des conditions encore plus difficiles et précaires. Je crois que Rachel l'a bien illustré dans son propos. Et c'est vrai que ça a été et c'est une inspiration pendant tous ces mois. Et donc merci à vous d'avoir tenu, merci de vous être battus et de nous avoir redémontré, parce qu'il y a tellement peu de victoires en ce moment, et quand on milite, on les compte parfois sur les doigts de la main, et donc que c'était possible. Donc je voulais redire en mon nom, en celle de notre groupe qui a suivi le mouvement, et de notre mouvement. Merci à vous d'avoir mené cette bataille. Je voulais aussi remercier Tiziri, parce que je pense que c'est aussi un exemple d'engagement extrêmement fort, extrêmement inspirant, de syndicaliste, d'une jeune femme syndicaliste
puisqu'on s'est rencontrés sur une précédente lutte déjà dans l'hôtellerie, que c'est pas simple en termes syndicaux. D'ailleurs, vous avez aussi rencontré des obstacles, ne serait-ce que pour exercer ça, mais voilà, je crois qu'il y a peu d'exemples. Malheureusement, même si je pense qu'il y a beaucoup de femmes, de syndicalistes, j'en vois d'autres là, je vois les camarades qui sont présents et présentes dans la lutte, mais il faut aussi le redire, il n'y a pas beaucoup de syndicalistes visibles, et c'est important de le dire, et je crois que également Tiziri, tu es un exemple pour plein de gens et plein de militants, et donc merci d'avoir été et d'être toujours là, de toutes les mobilisations, d'être aux côtés de celles et ceux souvent qui sont aussi ignorés par justement peut-être un syndicalisme des fois un peu aveugle justement à un certain nombre de problématiques, et c'est grâce à ton soutien et à ton investissement aussi, je crois que cette lutte elle a gagné, donc cette victoire c'est aussi la tienne, donc merci à ça. Je vais pas être trop long puisque on a commencé un peu tard et donc l'échange va être un peu court, mais je voulais vraiment vous laisser la parole pour qu'il puisse y avoir des questions à nos intervenantes. Juste pour dire 3 choses. D'abord, l'intérêt de ce débat, c'est aussi pour recentrer en fait les problématiques dont on parle quand on parle de discrimination, surtout d'intersectionnalité, qui est voilà un gros mot, qui est devenu un gros mot politico-médiatique, le recentrer dans la réalité en fait. De quoi on parle, surtout de qui on parle et qui est-ce qui parle. Et je crois que l'exemple et l'inspiration qu'est la lutte Ibis-Batignolles et toutes les batailles qui sont menées, notamment au niveau syndical, économique, social, mais aussi juridique sur ces questions-là, c'est important de les rappeler parce que dans le débat politique actuel, justement, il y a beaucoup d'amalgame, souvent beaucoup d'ignorance sur de quoi il s'agit quand on parle de l'intersection d'un certain nombre de dynamiques d'oppression, mais aussi, de notre point de vue, la nécessité d'articuler les résistances pour pouvoir gagner très concrètement dans des batailles économiques, sociales, mais aussi gagner politiquement en unissant celles et ceux qui ont intérêt à ce que les choses changent. Et je crois que c'est aussi un objectif politique, justement, de jeter l'opprobre sur tel courant de pensée, telle recherche académique, qui n'ont que pour but, et pour moi, en tant que militante révolutionnaire marxiste, cette idée qu'il faut comprendre le monde pour pouvoir le changer. En fait, ces théories, ces idées servent à essayer de comprendre justement, d'analyser les dynamiques d'oppression et de domination qui sont un élément clé si on veut pouvoir agir sur justement la situation et ces dominations et pour pouvoir les combattre. Et donc, je crois que l'objectif et la manière dont on a réfléchi avec l'équipe thématique égalité, antiracisme et avec Eric et les camarades sur ces sujets, c'était aussi justement de partir de réalités concrètes, celles que vivent les personnes qui subissent les discriminations, celles qui sont à l'intersection justement d'un certain nombre de domination, de genre, de race, et d'autres formes aussi d'oppression en fonction de son identité sexuelle, de sa religion, etc. Et dans une dynamique aussi de résistance, et comme l'a excellemment montré Rachel dans son explication, à partir de la lutte qui est menée, on célèbre la victoire des grévistes d'Ibis-Batignolles, mais ça a été, comme on l'a dit, une longue lutte très très difficile, qui a été difficile à visibiliser, et c'est parce qu'elles ont tenu qu'on a pu le faire, mais beaucoup d'autres sont encore trop souvent invisibilisées, et d'où l'enjeu de les faire connaître, de les défendre en tant que ce qu'elles sont, celles de travailleuses précaires, de femmes noires, de femmes migrantes, de femmes racisées, et d'autres dimensions qu'on pourrait invoquer dans la raison pour laquelle elles sont opprimées, elles sont exploitées, et donc elles résistent, et pour lesquelles il faut les soutenir. Et pour finir sur ces quelques éléments, dire aussi que l'enjeu de comprendre ces dynamiques, ces intersections de domination, d'oppression, c'est pour pouvoir les combattre, pour pouvoir gagner des batailles économiques, sociales, syndicales et juridiques, mais aussi parce que c'est un élément, je crois, fondamental dans notre stratégie politique
plus générale, c'est-à-dire faire peuple, faire résistance, faire l'ensemble non seulement des luttes, mais aussi des raisons pour lesquelles on a tous intérêt à se libérer de l'oppression économique, sociale, mais aussi idéologique, mais aussi culturelle, de l'ensemble des oppressions. Et donc pour moi, c'est un élément fondamental de notre stratégie politique de révolution citoyenne et d'être majoritaire dans le pays. Parce que je crois véritablement que c'est l'alliance de toutes celles et ceux qui subissent les dominations économiques, sociales, de genre, raciales, etc., qui sont, on l'a vu, imbriqués. Je vous renvoie à tous les écrits très bons qui existent, au-delà, je ne fais pas référence aux nombreuses tribunes des éditorialistes qui racontent un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, mais sur les questions d'intersectionnalité, il y a donc notamment ce petit court ouvrage qui se lit très vite, de Sarah Mazouz et Éléonore Lépinard, qui revient sur l'explication de comment fonctionne cette approche et sur l'articulation de tout cela. Et pour moi, c'est véritablement un élément de la stratégie politique que nous tentons de construire très concrètement, être aux côtés de celles et ceux qui luttent, et aussi construire les alliances des résistances et de l'alternative. Parce que pour finir, c'est aussi celles, notamment, et ceux qui subissent les discriminations, qui ont aussi les réponses et les revendications et les propositions pour non seulement les combattre, mais aussi pour construire une alternative à ça. Et voilà pourquoi, de mon point de vue, il faut non seulement se saisir de ces concepts, les réfléchir, les critiquer, mais très concrètement être là où se produit et se reproduit ces discriminations pour les combattre avec celles et ceux qui les subissent. Voilà un peu les éléments que je voulais donner dans la réflexion collective, en rappelant aussi que c'est un travail qu'on a élaboré avec notamment Hugo Bernalicis dans le cadre des travaux de la commission des lois, autour desquels, donc sur les questions de non-discrimination, on travaille à une proposition de loi qui permettra de redonner un peu de visibilité à ce droit de la non-discrimination, et sur lesquels on va continuer à travailler avec l'équipe thématique sur les questions d'antiracisme, mais aussi égalité femmes-hommes. Et donc je vous renvoie au site et aux productions que nous diffusons régulièrement sur les réseaux sociaux pour continuer ces débats et puis surtout être sur le terrain aujourd'hui et demain encore plus face aux attaques contre les droits sociaux, les droits économiques des travailleurs et travailleuses, et puis aussi contre toutes les formes de division et de discrimination qui visent à rendre obscur ce qui pour moi est un enjeu fondamental, c'est-à-dire l'articulation de nos résistances et la construction d'une alternative. Voilà pour les quelques mots que je voulais rajouter. On a une petite dizaine de minutes pour un échange. Je suis désolée qu'on n'ait pas plus de temps, mais on peut prendre plusieurs interventions pour que les intervenantes puissent y répondre et compléter leurs propos avant la fin de la session. Je vais faire passer ce micro, donc faites-moi signe pour pouvoir intervenir. Voilà. Normalement, c'est... Oui, bonjour. Moi, je voulais demander à Clara si dans son cabinet, elle avait souvent eu des histoires de femmes qui se plaignaient de discrimination au niveau du plafond de verre. Ok, bonjour à tous et tous. Donc j'aimerais vous remercier pour cette conférence, toutes les quatre, et Clara spécifiquement, vous les filles, je suis venue vous voir sur les luttes, on se connaît, on rigole. Mais je participe, grâce à Clara et son cabinet, on mène la première action de groupe nationale pour l'égalité de salaire femmes-hommes dans les banques, où il y aura le plus bel exemple des discriminations. Et donc, elle pourra t'aider, je pense, avec l'exemple de notre lutte sur l'histoire du plafond de verre, où je peux te répondre par avance un grand oui. Et ma question, quand même, j'en ai une, c'est quand est-ce qu'on fait la promotion
bien plus médiatique de ces actions de groupe dans tous les domaines pour mes camarades femmes, mais avant tout actuellement, mais hommes aussi qui sont discriminés de par leur genre, leur race, etc. Parce que la différence de salaire se fait aussi à ces niveaux-là. Donc c'est une triangularisation dans tous les domaines de discrimination. Voilà, je l'ai fait, Daniel. Ouais, moi j'ai juste une petite question, c'est est-ce que du coup il y a des propositions de loi de la France Insoumise à propos de la sous-traitance pour mieux l'encadrer, éviter ce genre de discrimination? Je comptais pas intervenir, mais Daniel me signale, ça me permet au moins de saluer à mon tour tous ceux qui sont à la tribune et que je connais bien. Mais j'ai une question, cela dit, moi j'ai la réponse, mais j'aimerais avoir votre retour. Mais peut-être a-t-elle été le traité dans la partie... J'ai pas tout entendu, hein, mais au final, moi ce que j'observe, c'est que ce soit l'hôtel Ibis, que ce soit les sous-traitances honnêtes à la SNCF, que ce soit différents palaces qu'il y a eu récemment, ce que j'observe, c'est que les luttes qui gagnent, paradoxalement, elles ont deux caractéristiques. D'abord, la durée, finalement, de gens qui n'ont peut-être rien à perdre, parce que justement, elles subissent, en l'occurrence, tellement toutes les discriminations qu'à un moment donné, une fois qu'on est parti, on va jusqu'au bout. Mais est-ce que le fait justement de subir toutes ces discriminations, c'est pas au final un atout pour gagner une lutte? C'est ce que je me demande. C'est-à-dire, dans l'idée... de dire on va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et puis quoi qu'il arrive, à un moment donné, le patronat cède. Voilà, c'est un peu une question un peu provocatrice, mais je me demande si c'est pas un des éléments de clé de compréhension de ces victoires. D'abord, merci beaucoup parce que c'est toujours inspirant et ça donne de l'espoir pour les luttes qui sont en cours et certainement celles à venir. Et je trouve très intéressant, et ça a déjà été dit, mais qu'il y a un vrai travail à faire sur la visibilisation, parce que justement, je trouve qu'on ne le dit pas assez, qu'il y a des luttes qui payent et qui permettent d'être victorieuses, même si c'est difficile, et que ça prend du temps, de l'énergie et tout ça. Et du coup, la même chose, je pense qu'il y a un vrai travail de visibilisation à faire, notamment aussi parce que c'est des personnes invisibilisées la plupart du temps. J'ai juste une anecdote qui m'est venue pendant que j'écoutais Rachel. Quand je suis venue en train hier, le monsieur qui faisait l'annonce a cité toutes les personnes qui travaillaient avec lui, donc le barista, le conducteur, etc. Et au même moment, en fait, il y avait deux femmes qui passaient avec des sacs poubelles. Et il les a pas citées, et j'ai trouvé ça d'une violence symbolique incroyable, parce que voilà, elles sont pas citées alors qu'elles font un travail qui est hyper important, et elles sont complètement invisibilisées, et c'est une discrimination en fait en soi de citer certains et pas d'autres alors qu'elles font partie de l'équipe. Et du coup je pense qu'il y a un vrai travail aussi, nous en tant que militants politiques et militantes politiques, pour donner de la visibilité à ceux qui n'en ont pas, et porter et les aider, parce qu'elles ont une voix, mais les aider à porter leur voix le plus possible, en leur apportant le soutien comme on peut sur les luttes. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, dire toute mon admiration à Tiziri et Rachel et à toutes les femmes de chambre qui se sont battues justement contre ces ogres capitalistes qui mettent à mal en fait leurs conditions de travail. Il faut quand même s'imaginer que c'est à peu près 50 femmes de chambre qui ont vaincu un ogre du capitalisme. Accor Hôtel, c'est quand même pas une petite entreprise. Et rajoutons une petite caractéristique, Eric. Je pense que l'union des syndicalistes, puisque je sais que les femmes de chambre ont été soutenues par plusieurs syndicats, et je pense à Sud-Post Hauts-de-Seine, je pense à la CGT TUI France, et ça me permet de faire le parallèle aussi, puisque eux aussi ont gagné. La CGT TUI France, c'est 600 salariés qui ont été licenciés sur 900,
Et au bout d'1 an de lutte, ils ont réussi à inverser la tendance. Et donc le tribunal a annulé le plan social et donc a demandé soit la réintégration, soit donner des dommages et intérêts. Rappelons aussi que la CGT TUI France, c'est 80% de femmes. Et ça fait du bien. Les luttes qui gagnent en ce moment, c'est les femmes qui les gagnent. Et ça fait vraiment du bien de voir ça. Ça donne beaucoup d'espoir. J'ai pas vu d'autres mains se lever. Comme... Ah, si. Une ou deux dernières interventions. Alors moi c'est peut-être pour préciser la question de notre camarade tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que au niveau de la sous-traitance juridiquement, il est possible de faire, j'espère que je vais être clair, ce qui a été fait pour les indépendants entre guillemets d'Uber Eats, Deliveroo, etc., qui ont été reconnus qui demandent à être reconnus comme salariés. Est-ce qu'il est possible de faire la même chose pour la sous-traitance, c'est-à-dire que les employés des sociétés de sous-traitance soient reconnus comme salariés des grands groupes qui utilisent ces sociétés? Alors, comme je vois pas d'autres mains se lever, qu'on arrive sur la fin, je vais laisser la parole aux intervenantes pour répondre et conclure le propos qui, bien sûr, comme je disais, continuera tout au long des prochains jours. On va commencer par Clara et puis on fera... Non, c'est ça. Bon, résultat, je vais répondre à vos deux questions en même temps puisque c'est assez lié. Comme je vous le disais, le droit de la non-discrimination. Je l'ai peut-être éteint sans le vouloir, désolée. C'était d'abord une question de réparer individuellement des préjudices. Donc pour une personne. Et il y avait un côté très limitant puisque tout l'aspect structurel de rapport de pouvoir et de domination n'était pas pris en compte. On était vraiment concentré sur la preuve pour une personne, la réparation pour une personne, et on n'allait pas au-delà de ce sujet-là. D'autant que vous imaginez bien qu'un employeur condamné une fois pour une personne, il pousse des cris d'orfraie et ensuite il ne se passe pas grand-chose. La force, c'est dans le collectif et c'est justement ce qui a commencé à se passer dès Peugeot à Sochaux. Pour remédier à ça et justement trouver des réponses collectives à des problèmes et des situations discriminatoires collectives, on a mis en place cette action de groupe et c'est comme ça qu'on a commencé, en suivant le fil historique, par faire une première action de groupe donc à plusieurs cabinets désormais réunis, d'un côté le cabinet de Sim Benachour et de l'autre le mien, à faire d'abord une action de groupe contre Safran en matière de discrimination syndicale contre les syndicalistes CGT. Donc voilà, on reste sur le critère syndical. On est parti sur les bases solides pour se dire que le juge serait plus réceptif. Pour l'instant, c'est un échec, mais on a bon espoir de retourner ça en appel. Il faut savoir que toutes les actions de groupe qui ont été tentées depuis 2016, depuis l'introduction du dispositif dans le système législatif, ont échoué pour le moment. Donc c'est les balbutiements de l'action de groupe et de toute façon, c'est bien normal qu'on en soit à construire le droit avec ce nouvel outil qui avait été amplement critiqué, notamment par la France Insoumise ces dernières années pour ses défaillances. Toujours est-il qu'on essaie d'en faire quelque chose et on a fait une deuxième action de groupe, la première, donc en effet, contre une banque pour toutes les femmes de l'entreprise, aussi bien les cadres que les non-cadres. Et ça permet de reboucler. Je vous parlais de solutions collectives à des problèmes collectifs. L'idée ici, c'est de s'attaquer donc à des discriminations qui sont systémiques, qui sont structurelles, en fait, qui révèlent des problèmes de pratiques, de comportement, de politique d'entreprise, qui sont souvent en apparence neutres, mais qui en fait désavantagent certains groupes. Ici, les femmes. Alors on pourrait se poser la question de quelles femmes et tout, mais là on a décidé de viser large. C'est toutes les femmes dans cette banque-là, en Île-de-France. On n'est pas encore sur toute la France, mais en Île-de-France. C'est déjà pas mal. Donc cadre et non cadre. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça me permet de reboucler avec la discrimination intersectionnelle. L'idée de l'action de groupe, c'est de s'intéresser non pas seulement aux effets, aux préjudices, donc aux conséquences négatives sur les vies des individus au travail, mais de s'intéresser aussi à décortiquer les processus discriminatoires par lesquels ces conséquences négatives adviennent. L'intérêt de la discrimination intersectionnelle, c'est d'être un outil d'analyse. Alors, c'est pas seulement d'analyse, mais c'est vraiment une grille de lecture, nous, qu'on utilise, qu'on essaie de commencer à utiliser, parce que je ne vous cache pas que le contexte politique rend sa manipulation devant le juge assez complexe. Autant vous dire que la dernière fois que j'ai dit intersectionnel dans un prétoire, ça
n'a pas été extrêmement bien pris. Il a fallu que je fasse œuvre de pédagogie pour expliquer pourquoi ça avait un intérêt. Vraiment, l'intersectionnalité, c'est un outil qui nous permet de penser et d'analyser les rapports de pouvoir. Je vais être prêchée pour ma paroisse, mais au sein de l'entreprise, rapports de pouvoir donc, qui lient la race, la classe et le genre. La classe n'est vraiment pas en reste. Et c'est un sujet, nous, qu'on espère porter, que ce soit dans le secteur, que ce soit pour des actions peut-être futures, que ce soit en matière de sous-traitance dans les hôtels ou bien dans la grande distribution, dont on n'entend jamais parler, ou bien dans le soin, et notamment du côté des aides-soignants et des aides-soignantes et des infirmières. Je féminise parce que c'est quand même une majorité de femmes. Et que là aussi, on a évidemment des sujets d'intersectionnalité qui se posent et qui n'ont pour l'instant jamais été appréhendés devant le juge français. C'est d'ailleurs un concept qui n'est pas dans le droit français, mais qu'en réalité, rien ne nous empêche d'utiliser, d'autant que l'Union européenne est en train d'envisager de l'introduire et de forcer les États de l'Union à le mettre dans leur droit. Voilà. Donc ça, c'est une perspective positive que j'espère qu'on pourra utiliser. Oui, du coup, alors je vais répondre un peu aux questions. Alors, sur la question de la proposition de loi, oui, il y a une proposition de loi qui a été faite et qui était vraiment pour le coup très explicite et qui se basait sur la question des inégalités de traitement engendrées justement par le recours à la sous-traitance. Donc, il y a une proposition de loi qui a été portée par François Ruffin. Il y a 2 ans et qui a été, alors pour faire court, le texte a été vidé de tout son sens, absolument de tout, à tel point que même François Ruffin avait voté contre son propre texte qui a été vidé de tout sens. Voilà, c'est malheureux à dire comme ça, mais oui, en fait, il ne pouvait pas voter un texte dénué de toute chose concrète pour le coup. Mais voilà, donc ça c'est pour la première question. Alors, pourquoi, par rapport à ton intervention, Eric, oui, en fait, alors, c'est vrai que les luttes ont tendance un peu à durer, alors que celle de l'Ibis Batilan un peu plus que des autres, je vous le concède. Parce que, c'est le groupe Accord, et puis il y a quand même un ensemble de choses qui sont vraiment allées dans ce sens-là. Je rappelle quand même qu'on était aussi en pleine pandémie, confinement, donc c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de contextes pendant lesquels ils se disaient oui, elles vont lâcher l'affaire. Et c'est vrai, là pour le coup, je te rejoins quand même sur le fait que nous, pendant la mobilisation, et pendant la grève et même pendant le chômage partiel, on discutait avec les femmes de chambre pendant les assemblées générales et elles disaient, nous on préfère plutôt partir de l'établissement plutôt que de reprendre le travail. Donc oui, elles ont tellement enduré que c'est vrai que ça devenait inenvisageable de reprendre sans rien, ou en tout cas de reprendre dans les mêmes conditions qu'avant. C'était impossible. Et donc ça, c'est oui. Oui, là, je pense que le fait qu'elles aient atteint un point de non-retour, ça participe en tout cas dans le durcissement du conflit, en tout cas dans sa ténacité et la volonté de se battre jusqu'au bout. Mais également, là pour le coup, je rends un petit hommage pour le coup au syndicat de la CGT-HPE qui donne quand même pour le coup les moyens aux salariés de gagner. C'est notamment par le biais de la mise en place de caisses de grève qui permettent aux salariés de tenir tout au long du conflit. Parce qu'on parle beaucoup effectivement de la volonté, de la détermination, mais il faut savoir aussi que, je pense que c'est un peu aussi le rôle du syndicat, c'est donner aux salariés les moyens, à la fois juridiques mais aussi matériels, de tenir leur lutte. Donc je pense que toute la réflexion, en tout cas syndicale, qui est la nôtre autour de à la fois la caisse de grève, mais aussi de l'outil juridique, c'est-à-dire d'aller
passez-moi l'expression, emmerder les patrons devant les juridictions et porter les problématiques sociales sur un terrain juridique, ça joue quand même pas mal dans, en fait, à la fois de donner confiance aux salariés, mais également se donner soi-même les moyens de lutter efficacement et pourquoi pas à la fois inspirer des autres et créer des cadres, faire en quelque sorte des jurisprudences sur ces questions-là. Pour finir, donc sur la question des... oui, enfin moi je pense qu'il y a un tas de métiers qui sont, comme par hasard, les métiers les plus féminisés et les plus racisés, pour dire ça comme ça, qui, comment dire, dont l'utilité n'est visible qu'à partir du moment où les salariés cessent de travailler. C'est le cas des salariés du ménage, c'est le cas des camarades de la distribution et de la grande distribution, c'est le cas aussi, alors je fais une espèce de... Enfin, j'ai travaillé moi-même pendant 4 ans comme assistante d'éducation dans un lycée et je peux vous dire qu'on est quand même un peu, on était les bouches-trous de tous les services et notre activité était résumée à tourner dans les couloirs alors qu'on faisait quand même beaucoup plus que ça, bien plus que ça. Donc oui, je pense que tous les métiers du care, comme tu l'as rappelé Daniel, oui, en fait, c'est des métiers complètement invisibles. Et aujourd'hui, je pense que c'est les métiers aussi qui tendent à se mobiliser de plus en plus. Nous, on le fait dans l'hôtellerie, mais il y a effectivement les camarades de Monoprix qui enchaînent des actions tous les samedis depuis plus de 2 ans, en fait, pour se faire entendre. Il y a effectivement les camarades de TUI, en fait, comment dire, qui se battent contre le licenciement, mais qui parlent aussi de la dégradation de leurs conditions de travail, etc. Donc oui, je pense qu'il y a un tas de métiers où effectivement, voilà, c'est les plus féminisés, les plus racisés qui se mobilisent et je pense que c'est un grand espoir pour tout le monde. Mais pour vraiment terminer, alors sur la question des internalisations, alors deux réponses. Alors d'abord, en fait, il faut savoir que on l'a porté juridiquement. En fait, en recourant notamment à 2 notions juridiques, la question du marchandage et du prêt illicite de main-d'œuvre, pour dire en gros que c'est le cœur d'activité et en fait on peut pas sous-traiter parce que en fait ça vise effectivement à créer des inégalités de traitement entre salariés sous-traités et salariés internes et malheureusement on a été débouté par la Cour de casse, merci beaucoup, mais on essaye de revenir par le biais effectivement de la discrimination, c'est ce qu'on avait essayé de faire dans le cadre de la lutte de l'Ibis-Batignolles. Il n'empêche que en portant ces questions sur le terrain syndical et purement pour le coup syndical, enfin de l'action, et en obtenant concrètement l'égalité de traitement entre salariés internes et salariés de la sous-traitance, on a quand même obtenu la fin de la sous-traitance dans 16 hôtels. C'est-à-dire que c'est les hôtels, les donneurs d'ordre eux-mêmes qui, une fois qu'ils avaient répondu à toutes les demandes des salariés, il n'y avait plus réellement de raison ou de motif, ne serait-ce que sur le plan économique, de recourir à la sous-traitance, ce qui les a conduits après à internaliser. C'était le cas à l'hôtel Holiday Inn de Clichy après 4 mois de lutte et de grève pour le coup, et également dans un ensemble d'hôtels du groupe Louvre Hôtel Group, voilà, aux hôtels Compagnie, Kyriade, tout ça. Donc oui, c'est aussi un moyen de leur imposer pour le coup finalement ça. Voilà, et on espère que ça va être le cas à l'Ibis des Batignolles. Bientôt. Bon, je sais pas, mais bon. Moi, ce que nous voulons aujourd'hui, dans ces métiers si difficiles, comme je l'ai déjà dit, la lutte est paye, en fait. Alors, moi, ça fait 17 ans que je travaille à l'hôtel Ibis les Batignolles. Quand même, on a regretté d'avoir assez de temps pour pouvoir sortir, pour réclamer nos droits. Voilà. Avoir ces droits, c'est très important, ce n'est pas négligeable. Et ça nous a apporté beaucoup de leçons. Et même, il y a d'autres collègues des autres hôtels qui ont pris des exemples sur nous. J'ai été invité à la mairie d'Ivry avec Tiziri, où on a croisé des femmes qui travaillent à la mairie d'Ivry. Quand ils nous ont vus, comme on vit après la prise de parole, elles sont venues vers moi. Et elles m'ont dit, Rachel, vraiment, on a suivi votre victoire à la télé, partout sur les réseaux sociaux, mais ça nous a inspiré. Nous sommes rentrés en grève, on a fait 8 jours et on a gagné 80% de nos revendications. Donc,
Et après une semaine aussi, après notre victoire, une semaine après, il y a l'hôtel Ibis de mairie de Clichy aussi, qui sont rentrés en grève aussi, qui ont pris des exemples sur nous. Et eux, ils ont fait seulement 1 jour de grève. Et je sais que le groupe Accord a eu peur, mais eux, par contre, ils ont été internalisés tout de suite après 1 jour. Donc, voilà. Et on a été aussi à Marseille. Il y avait des camarades aussi qui se sont mis en grève, mais nous, on n'avait pas encore gagné. Elles nous invitaient. Bizarrement, on arrive sur le piquet des grèves. C'est le même employeur, c'est le même donneur d'ordre. Et quand ils ont entendu que les femmes de chambre d'Ibis, les Batignolles sont arrivées, mais je pense que 2 jours après, les grèves a été reconnues. Tout de suite, ils ont fini leur grève. Donc, nous, en fait, le but de notre grève, de notre combat, de notre victoire, c'est ça. Il faut que ça inspire d'autres personnes. Et comme nous, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, les Batignolles, nous sommes là. Et ils savent que nous n'allons rien lâcher et que nous allons soutenir nos collègues jusqu'à la victoire. Mais quand ils voient nos têtes s'afficher devant les piquets, mais je pense qu'ils se disent que finalement, il y a la force tranquille qui arrive. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci. Parce que notre prénom, c'est devant les braves femmes, il n'y a rien en face et la force tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup pour votre participation à nos universités d'été. Comme je disais, on aura un deuxième débat sur la question de la discrimination et des actions en justice. Juste pour expliciter, puisque la question avait été posée, nous avions déposé une proposition de loi dont François Ruffin était le premier signataire en 2020 dans notre niche parlementaire. C'était vraiment une proposition de loi à minima, c'est-à-dire pour un encadrement et faire en sorte, donc notamment que les femmes de chambre puissent travailler tout au long de la journée, qu'elles n'aient pas des horaires explosés dans la journée, etc. C'était vraiment quelque chose où on se dit ça, ils devraient pouvoir le faire accepter. Et effectivement, elle a été complètement démembrée et on n'a pas reposé ensuite en séance puisqu'on avait débattu en commission parce qu'en fait, ça n'avait plus aucun sens, quoi. Donc c'est vraiment malheureusement la remise en cause de la sous-traitance, ça c'est un objectif parce que pour nous ça devrait être l'exception et non pas la règle, en commençant notamment par les services publics parce que c'est malheureusement aujourd'hui une pratique qui est extrêmement développée dans l'ensemble des services publics au niveau de l'État mais aussi des collectivités territoriales. Donc ça c'est aussi un enjeu et une responsabilité politique à mener cette bataille-là pour la fin de la sous-traitance et que effectivement les personnels, les salariés, notamment en commençant par les services publics, mais ça fait beaucoup, soit des agents tout simplement, soit des fonctionnaires comme elle disait, et qui aient des droits et qui soient protégés. Donc ça c'est une bataille, la fin de la sous-traitance dans les services publics et de donner l'exemple de ce point de vue-là pour que ce soit une pratique qui soit non pas généralisée mais exceptionnelle parce que des fois il y a peut-être besoin dans certains secteurs mais aujourd'hui on sait que c'est devenu la règle. Et donc ça effectivement c'est une bataille de ce point de vue-là qu'on va continuer à mener à soutenir. C'est une bataille sociale, c'est une bataille féministe effectivement, et c'est une bataille antiraciste parce que les premières personnes concernées sont aussi celles qui subissent toutes ces discriminations et c'est parce qu'elles subissent ces discriminations-là que la sous-traitance est bénéfique. Et je pense que c'était aussi ça l'esprit de cette idée-là, de voir comment tout cela était lié et donc notre compréhension des choses doit inclure toutes ces dimensions. Merci à vous toutes, merci à vous d'avoir assisté à ces débats et à bientôt pour les autres.